accueille Armand Altaï. Nous sommes à Damary-lès-Lys et voici le château le plus médiatisé de l'année, celui de la Star Academy. Parmi les 250 personnes qui travaillent sur l'émission, règne aujourd'hui une certaine tristesse. Le jeu s'achève demain. Il va falloir se séparer. Voilà, c'est très beau. Avec la petite fontaine moussue, les petites marches. C'est ça la difficulté, c'est que je suis attachée, mon cœur est grand, mais il y a les élèves de l'année dernière, ceux de cette année, et la difficulté est là, quoi. C'est comment les suivre. Je leur laisse ma porte ouverte, j'aime bien quand ils me donnent des nouvelles. J'ai pas des nouvelles de tout le monde et j'aimerais bien avoir. Je pense que c'est la der des der. C'est très beau. Chanter par eux, ça prend une autre dimension, bien que j'ai encore beaucoup de reproches à leur faire. Tout le monde en a parlé à retrouver Armand Altaï à Paris à la tombée de la nuit, dans le quartier du Marais où elle donne des cours de chant. Le studio est situé dans une ancienne bâtisse. Regardez ce lieu magique et tous ces bâtiments 17e qui sont très très beaux. Allô, mais je suis pas en retard du tout. Alors là, c'est dans ma classe de chant des anciens. Chut, chut, chut. C'est des anciens, donc c'est devenu des amis, ils en prennent à leur aise. Il y a des anciens qui ont connu Nolwenn, par exemple, voilà, que j'ai depuis plusieurs années, puis des tout nouveaux comme Lily, qui sont encore au lycée et que j'ai eu encore plus jeune. Et voilà, on va faire un cours entre nous, un peu poussé. Ici, les gestes sont les mêmes qu'à la Star Academy. Inspiration, expiration et vocalise. Armand, c'est quelqu'un d'unique, je trouve. Vraiment une gentillesse incroyable et une possibilité de nous apprendre incroyable. Le cours est terminé, mais la soirée d'Armand Altaï ne fait que commencer. J'aime Paris, je suis urbaine. Je déteste les vacances et quand il n'y a plus personne pour travailler. Peut-être que je suis un peu addict au travail, ce que me reprochent mes proches. Comme elle n'est pas du matin, elle concentre son activité l'après-midi et le soir. J'ai une position confortable finalement parce que je reste très marginale et en même temps j'arrive à vivre de cette musique. Très populaire, Armande continue de susciter la curiosité. Voilà, oh, très vite alors parce qu'après il faut que je m'arrête. Je suis sublime. Ce soir, elle donne un concert sur la scène parisienne de l'Alhambra. Mais avant les répétitions, elle tient à s'arrêter dans son salon de thé préféré. L'endroit est calme. La star du chant est protégée des demandes d'autographes durant quelques instants. Une fois dehors, je me dis je suis pas tout à fait libre. Quelquefois, je suis pressée. Quelquefois, j'ai pas envie qu'on me voie parce que je suis pas bien, tout ça. Mais ils sont tellement gentils que je leur fais un petit sourire. J'essaye de développer un pas rapide, mais moi, je peux pas courir. Direction la salle de concert pour ses répétitions. Il n'y a qu'une seule date et pour la chanteuse, il est donc essentiel que tout soit parfait. Mais ça ne fait pas du tout fenêtre de château. À une époque, je faisais tout moi-même. Je dessinais mes décors et tout. Donc là, je suis insupportable parce que c'est jamais comme on rêve les choses. On les rêve et puis tout d'un coup, ça se passe autrement. Et puis je suis un peu nerveuse. Armand Altaï s'est créé un univers fantasmagorique, baroque. Ça, c'est mon grimoire, un livre de magie avec mes textes, mes rubans. Et ça, une plume de phénix. Attention, cette plume, si vous la possédez, vous avez tendance à vous envoler. Je suis restée un peu gamine. Enfin détendue, elle met la dernière touche au décor. Deux choses. Soit on enlève carrément ça, soit on décroche et on les laisse pendre les rideaux comme ça. Et celui-là, je vais l'accrocher à ma manière, parce qu'accrocher là-haut comme ça, c'est pas bien. Quand son écrin est prêt, Armande se prépare et chauffe sa voix sous des regards admiratifs. Je vais chanter une chanson turque, je vais chanter un pergolèse, mais dans tout ça, je vais chanter des chansons que j'ai écrites récemment et il y a très longtemps, et qui sont un mélange de tout ça, un psyché, baroque, barré, voilà. Pour cette soirée unique, la chanteuse réserve quelques duos inattendus à ses 300 spectateurs.
honneur d'être invité à chanter avec elle en duo. Et Armande, c'est ça aussi, un talent incroyable d'enchanteresse, de raconteuse. Venez mon chéri, nous avons bien mérité d'être un peu tranquilles, seuls avec un orage qui se déchaîne exprès pour nous séparer du reste du monde. La diva reviendra-t-elle un jour transmettre son art dans le monde de la télé-réalité ? Et maintenant, la lumière se rallume sur Armande Altaï. Bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Merci de me recevoir. Alors, Armande, vous êtes née le 20 mai 1944 à Alep, en Syrie, sous le nom de Armande Kumpayl Kabartay Altaï Majini. Kabartay Altaï. Oh, Kabartay Altaï. Alors, votre père, officier de l'armée française. Oui. Votre mère, turque, oui, musulmane. Alors, votre père, c'était un vrai militaire, hein, c'est-à-dire qu'il employait à la maison, pour vous, les mêmes mots qu'avec ses soldats. Je vais vous mener à la cravache, debout là-dedans, c'est ce genre de phrase. Alors, votre mère, en revanche, vous a transmis son amour de la musique. Elle écoutait Radio Leclerc le jeudi soir, elle écoutait Kalsoum. Asmahan, Kalsoum. Ouais. Asmahan, on l'entendait pas beaucoup parce que c'était une chanteuse maudite. Ouais. Ensuite, votre père est muté en Côte d'Ivoire, et là, vous vivez une vie de sauvageonne au milieu des petits baoulés, oui, sous la protection d'une nounou homme qui s'appelait Coco. Coco. Il dormait sur le seuil de votre chambre. Coco était très long, très longiligne, et il se passait des choses terribles à cette époque. Mon père était peut-être, je sais pas, un homme spécial, et il a fait beaucoup souffrir une de mes sœurs dont il a abusé. Entre 6 ans et 12 ans, Nida. Et donc Coco s'asseyait devant notre porte et sa silhouette faisait un grand N, comme ça, il dormait là. Alors en 1949, vous avez 5 ans, la famille s'installe à Marseille, dans un grand appartement, sans votre père qui à l'époque... Il est parti en Indochine. Alors, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il n'envoie plus d'argent et vous êtes obligé de changer d'école. Oui. De tout vendre, de sortir des pensionnats, ouais, où on était toutes mignonnes, habillées, mais après c'était beaucoup plus dur. Mais notre mère, même si on n'avait pas d'argent pour manger, nous emmenait au cinéma. Alors c'est très rare à l'époque, ouais, les gens qui allaient au cinéma souvent ou qui achetaient des disques et des livres. Alors votre père disparaît, il reviendra quand vous aurez 10 ans, flanqué de 2 Vietnamiennes, oui, avec une nuée d'enfants. Oui. Alors il repart dans la nature, et lorsqu'il redonnera de ses nouvelles, cette fois c'est pour réclamer de l'argent, et là il faudra vendre l'appartement, quoi. Oui. Déjà dans cet appartement, on vivait sans électricité, on se chauffait avec des braseros, nos camarades d'école trouvaient qu'on était très sauvages, ouais, et voilà, il y avait des lampes à pétrole, et ma sœur aînée et ma mère cousaient, faisaient de la confection pour que nous puissions survivre. Alors à 16 ans, vous entrez aux Beaux-Arts de Marseille en cachette de votre mère, et à 19 ans, vous mariez encore contre l'avis de votre mère. Oui. C'est difficile parce qu'à cette époque-là, c'était tellement sévère l'éducation qu'on ne pouvait devenir adulte qu'en se mariant. Ouais. Je l'ai regretté d'ailleurs, mais bon. Vous partez à Paris avec votre mari, vous habitez chez son frère qui n'était pas franchement sympathique, vous avez un boulot de dactylo, vous cherchez la porte de sortie, et là vous devenez mannequin. Oui, mais à l'époque je faisais 68, 69, 1m69, voilà, avec le chignon et les talons. Le chignon Pompadour? Oui, déjà. Ça vous allait bien? Ça allait à mes cheveux, sinon mes cheveux lâchés, c'est une espèce de masse frisée comme ça, et maintenant une barbe à papa comme ça. Alors là, vous fréquentez le tout Paris, et puis vous chantez à la fin des soirées, c'est comme ça que vous vous faites un petit peu connaître. Malheureusement, vous tombez enceinte, vous retournez à Marseille, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus votre mari, mais qu'en plus vous le méprisez. Et là, pour gagner votre vie, vous êtes disjockey dans les boîtes de nuit. C'est en 1965, c'est l'époque. C'est vraiment, il y a une espèce de souffle qui arrive comme ça. Il y a des groupes avec des chanteurs qui se déhanchent, et se désarticulent avec beaucoup d'élégance et de morgue. Et ça nous soulage de cette espèce de raideur, du carcan. De l'éducation. Et c'est comme ça que j'ai les premiers Rolling Stones, Aretha Franklin,
Samendev. Et vous entrez enfin au conservatoire, où vous apprenez à chanter, et là vous commencez à vous produire en fait dans des restaurants. Des petits cabarets. Oui. Vous commencez à être un petit peu connu dans la région. Oui, je fais des petites télés. J'ai fait une télé avec un jeune homme qui ressemblait à un Angelo, qui s'appelait Bernard Lavilliers, et Georges Brassens, qui nous avait invités. Vous avez fait la première partie de Claude François aussi. Oui. À qui vous avez évité un lynchage. C'est-à-dire que le public de la Provence, c'est très difficile. Là, on est arrivé après une tauromachie à Lunel. Et là, il y avait des bouteilles partout, ça sentait la pisse de taureau partout. Il y avait des hordes de gitans qui se battaient avec une jouissance incroyable et sauvage. Et le soir, donc, quand le concert a commencé, c'était terrible. On ne pouvait plus sortir des arènes. On est nous-mêmes, ça sentait le taureau partout. C'était terrible. Et c'est vrai que Claude était inquiet. Et jusqu'à présent, il était très méprisant avec moi parce que quand il s'approchait des Claudettes, il leur levait le bras, il faisait « Oh, les poils repoussent, dégoûtant !» Il leur tirait les cheveux, « Oh, mais il y a des racines, je veux pas ça !» Et là, ce col enfilé, et puis il s'arrêtait devant moi, il faisait « Parce que moi, j'avais mes cheveux comme ça des chaînes partout. Voilà, j'étais pas lisse du tout. Et je me suis mis dans l'encadrement de la porte. Il avait insulté le public. C'était impossible. Les gens jetaient de tout sur la scène. Et dans les arènes, c'est rond. Donc la foule a fait comme une vague, comme ça, et s'est précipitée. Je me suis juste mis dans la porte et j'ai reçu les premiers. Et je pensais qu'il l'avait pas vu, il l'avait vu. Le soir où vous l'avez sauvé du lynchage, en fait, il vous attend au restaurant avec ses lunettes noires. Vous arrivez, en général, il dînait tout seul. Et là, vous parlez de l'Orient, parce que lui était né, évidemment, sur le Nil. Donc, d'un seul coup, ça vous rapprochait. C'est vrai. Alors là, vous êtes sélectionné par une émission très importante à l'époque qui passait le dimanche après-midi, présentée par Raymond Marcillac, qui s'appelait Le Jeu de la Chance. C'est de cette émission qu'était sorti Thierry Luron, Mireille Mathieu, évidemment. Vous préférez donner l'argent avant de partir de Marseille pour l'éducation de votre fille Virginie, et vous ne faites pas l'émission. Non, je supportais plus certaines musiques, j'avais envie de faire la mienne. J'avais vu Woodstock était déjà passé, donc ça m'avait changé la vie aussi. Et c'est vrai que notre mère nous avait éduqués musicalement. Donc, quelque part, j'ai pris le chemin un petit peu difficile des cabarets, de la Manche. Voilà, vous avez décidé de réussir autrement, donc vous ne faites pas le jeu de la chance, et vous commencez à faire les cabarets, mais au début c'est très compliqué. Vous êtes vestiaire à l'échelle de Jacob. Je vois passer Marie-Paul Bell, je vois passer des jeunes. Vous faites la manche dans les restos? Oui, à Montmartre. Un jour, vous êtes assise sur les marches du Sacré-Cœur, vous êtes un peu perdu. Arrive un gitan qui vous dit de chasser les papillons noirs qui volaient autour de vous et qui vous offre une guitare. Et la veille, j'avais cassé ma guitare sur la tête de quelqu'un pour me défendre, parce que le soir, j'étais tout le temps attaquée. On en voulait peut-être aussi à ma vertu, parce que j'étais une fille pas mal à l'époque. Et en plus, me prendre l'argent que j'avais gagné, quoi. Donc je ne savais plus quoi faire, j'étais désespérée. Et je vois ce gitan avec les yeux injectés de sang, très sale, qui faisait peur à tout le monde, qui me fait une révérence, qui me pose cette guitare crasseuse à mes pieds, mais qui m'a sauvé la vie. Et c'est un signe du destin, puisque le lendemain, vous êtes engagé dans Godspell, à la Porte Saint-Martin. Donc, à l'époque, il y avait Daniel Auteuil et Dave qui étaient dans cette pièce. Qui faisaient les auditions. Je les ai vus faire les auditions. Il y avait tous les hippies de R, il y avait une foule complètement incroyable, avec des petites fumées du diable un peu partout. Et là, vous avez le rôle de Marie-Madeleine. Oui, en fait, c'était des clowns qui jouaient toutes sortes de personnages. J'étais Marie-Madeleine, mais j'étais aussi la femme adultère, j'étais aussi Socrate à un moment donné. Voilà. Alors là, votre carrière est lancée, donc vous commencez à faire des albums, des spectacles, de l'opéra, des concerts. Moi, je vous ai vu en concert au Bain, au Palace. Enfin là, voilà, c'est toute la carrière, disons, sur scène d'Armand Altaï. Ce mélange étrange entre le classique, le contemporain et la rock music, toujours ces deux mondes. Et là, vous commencez à faire du coaching de voix, alors des voix évidemment de chanteurs. Beaucoup de grands chanteurs sont passés entre vos mains, mais aussi des acteurs, mais aussi des hommes politiques. Et vous commencez à vous faire une spécialité de ces cours, en fait. Oui. Dès que je vois quelqu'un, j'ai un regard de... Comment on dit de quelqu'un qui s'occupe des chevaux? De maquignon. Je vois quelqu'un, je vois ses joues, je vois ses mâchoires, j'entends sa voix, je dis qu'est-ce que ça donnerait si... C'est dommage que là, il a ce petit truc, il respire comme ça, on sent qu'il a peur.
On entend les petites filles qui pleurent, les vieux râleurs, les gens qui se cachent. Et ça devient une déformation, mais c'est passionnant. Ce sont ces techniques que vous enseignerez aux 16 élèves de la Starac à partir d'octobre 2001. Vous qui étiez dans la marge jusque-là, vous devenez célèbre, quoi. C'est la notoriété TF1, là. Surprenante. Ouais. Surprenant parce que je ne pensais pas que la télé avait ce pouvoir. C'est arrivé très vite. Ah ben ça a été du jour au lendemain, je ne pouvais plus marcher dans la rue. Ouais. Du jour au lendemain, mon répondeur était rempli de gens qui chantaient « Je t'aime ». ma boîte aux lettres, il y a des paquets qui tombaient comme ça. Les mails, c'était par 400, 500 par jour. Je ne pouvais pas aller dans un restaurant sans qu'il y ait quelqu'un qui se lève, qui me fasse un concert. Même dans le métro, j'ai arrêté de prendre le métro parce que les filles se levaient, me chantaient une chanson, une autre la poussait, chantait aussi une chanson. Tout le monde voulait en être. Quelle a été la réaction de votre entourage à ce moment-là? Alors c'est curieux parce qu'il y a des gens qui disent « Comment vous cautionnez ça? C'est pas possible, vous qui êtes marginal. » Et en fait, j'ai dit « Mais comment vous le savez? Vous avez regardé ?» Et en fait, tout le monde regardait. Ça s'est passé comment avec les médias? Je n'ai pas arrêté d'en faire. C'est-à-dire qu'il est arrivé en 2003, je ne pouvais plus mettre un pied devant l'autre. Je ne pouvais plus parler tellement j'avais été filmée, j'avais fait de parlotte, je ne savais plus ce que je disais, je tenais plus debout. Ça a été un tourbillon incroyable. Vous avez gagné de l'argent? Un peu, pas tellement. Quand j'ai compris ce qu'on donnait dans d'autres émissions, je me suis aperçue qu'on n'avait pas grand-chose. Et sur le plan amoureux, ça vous a rapporté des aventures? Non, j'ai eu toutes sortes de propositions bizarres, des messieurs à moustache, à fleurs, un peu redingotés qui m'envoyaient des mails bizarres. Mais non, là, je ne sais plus de mon âge. Je ne suis plus dans la course. Quel a été le meilleur moment de cette époque? D'abord, ce qui m'a le plus touchée, c'est de voir tous ces gens de banlieue qui ne me parlaient pas vraiment avant et qui me disaient on a compris qu'en travaillant, on pouvait se changer, qu'il n'y avait pas de fatalité. Vos exercices, même si on vous fait ouin, 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 les ouin, ouin, ils me le font en tierce majeure juste. Donc, ils ont tous eu envie de travailler sur eux. Et j'ai trouvé ça très bien. Et ce qui était beau aussi, c'est de voir, je sais pas, dans la dernière, c'est de voir Seal chanter, par exemple, répéter plusieurs fois. Et on s'aperçoit à quel point les anglo-saxons travaillent par rapport à nous. Quel a été le pire moment de cette époque? Lorsque je voyais partir un élève qui avait mis tous ses chevaux dans la bataille et qui était complètement cassé, qui était comme s'il était chassé du paradis lorsqu'il partait. Alors en 2008, vous êtes directrice de la Starac. Malheureusement, c'est la dernière saison. Vous étiez un peu déçue. Vous avez dit la Starac a perdu de vue ce qui faisait sa force, la musique. C'est-à-dire qu'on voyait des choses qui n'étaient pas du tout musicales. Ils préféraient les disputes en se lavant les dents ou des choses comme ça. Et puis c'est un peu le contrat, tant pis si je vais le dire, mais un contrat passé avec TF1, c'est comme un contrat avec la banque. C'est-à-dire, vous signez pour un pourcentage, pour des trucs, tout ça, et puis hop, il suffit que le gouvernement dise quelque chose et votre contrat ne tient plus. Voilà. Vous êtes nostalgique de cette époque, de la Starac? Non, je trouve que c'était bien qu'il y ait eu ça. Beaucoup de chanteurs français se sont mis à chanter juste, c'était en place. Bien sûr, on avait une petite spécialité en France, c'était ça. Quel a été le plus grand talent pour vous qui est sorti de la Starac? Moi, je pense à Nolwenn, bien sûr. Nolwenn Leroy, Nolwenn. Mais je la mets en équivalence, parce que c'est comme si on me demandait de choisir entre des enfants. Des fraises et du chocolat. Donc, il y a aussi Olivia, qui est magnifique, qui est très créative. Il y a ce petit jeune homme que j'avais trouvé, moi, après la première Starac, Grégory Le Marchal, mais qui n'était pas assez en forme à l'époque pour venir encore. Vous avez de la rancune pour les gens de cette époque, pour TF1, pour les gens avec qui vous travaillez? Non, je trouve que c'est dommage. Je n'ai pas de la rancune, mais je voudrais qu'ils m'écoutent, ou qu'ils écoutent davantage ce qui se passe. Ils sont trop dans leur bulle. Ils pensent encore comme en 2003. Alors que on voit bien, même en démol dans le monde, le côté anxiogène de certaines émissions s'efface au profit de, au contraire, aller faire une semaine à Disney World, on va vous changer votre maison, on va, voilà. Et c'est passé un peu plus au contraire, dans une espèce de joie, parce que les gens sont trop anxieux maintenant. Vous en voulez à personne, en fait? Non. Si c'était à refaire, Armande, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je me méfierais davantage de certaines personnes, mais en fait, je fais toujours confiance. Parce qu'en fait, c'est vrai, je me suis fait avoir, on m'a pillée, j'ai été naïve.
Mais je ne le regrette pas. D'abord, la naïveté, ça empêche de vieillir, parce que le visage ne marque pas, il continue à rêver. Et cette ouverture m'a amené aussi des rencontres merveilleuses. Alors, je ne sais pas. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voudriez qu'on écrive sur votre tombe? Chaque fois que je rencontre les gens, ils font « Ah !» Voilà. Ah. On écrira ça. Merci, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci de m'avoir reçu. Armande. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.